Construction et architecture de l'hélice. Niveau 2. Méthode de construction et matériaux utilisés. L'hélice en bois. Les hélices en bois sont peu utilisées du fait de leur moindre rapport résistance-poids par rapport aux autres matériaux. Elles sont réservées à la transmission de faible puissance, inférieure à 150 chevaux. Ce sont en général des hélices à calage fixe. Elles ont des avantages comme ne pas avoir de temps de fonctionnement avant révision, uniquement sur décision du mécanicien. Elles jouent également le rôle de fusible en cas de choc hélice, pas de révision générale du moteur. Elles ont également des inconvénients, qui sont les suivants. Sensibilité aux impacts. Risque de moisissure en cas de détérioration de la protection de surface. Risque d'écrasement du moyeu par torquage. Et elles sont réservées à l'aviation légère et à l'aviation de collection. Les essences de bois sont généralement du hêtre ou du bouleau. Les hélices anciennes étaient taillées dans la masse. Les hélices en bois récentes sont fabriquées en lamellé-collé. La méthode généralement appliquée pour fabriquer une hélice en bois lamellé-collé est la suivante. Stratifier les planches ensemble. Vous devrez utiliser une colle très forte, comme le résorcinol, pour créer des hélices d'avion. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace ou d'air entre le bois. Puis ce sera l'assemblage des planches en un bloc. Fixez ou attachez les planches ensemble pendant plus de 24 heures. Utilisez des serre-joints ou une presse pour maintenir la pression sur les planches pendant que la colle sèche. Placez votre patron sur le bloc de bois et tracez le profil de l'hélice. Tracez une ligne tout autour de la forme de la lame. Marquez le trou au centre. Percez le trou central. Marquez le trou à partir de la découpe de votre conception, puis percez-le avec un foret d'1 pouce. Le trou doit être proche du centre du bois, mais n'a pas besoin d'être exact. Marquez l'angle d'inclinaison sur le bord du bois. Utilisez l'angle de pale qui a été déterminé à partir du calcul de l'hélice et marquez la forme du pas sur le bois. Marquez l'angle d'inclinaison sur le bord du bloc de bois qui formerait la pointe de la pale de l'hélice. Ensuite, tracez une ligne sur la longueur de la lame pour marquer la torsion de la lame. Répétez à l'extrémité opposée de la pale d'hélice. Coupez tout ce qui est en dehors de l'angle. Utilisez une scie pour couper d'abord la majeure partie de l'excédent de bois. Ensuite, utilisez un burin ou une ponceuse à bande pour travailler le bois dans la bonne forme. Continuez à poncer jusqu'à ce que la lame soit lisse. Répétez le façonnage de la lame à partir du coin opposé. Retournez le bloc et répétez l'opération pour découper l'excédent de bois en bas dans le coin opposé. Assurez-vous que vos lames sont toutes deux courbées dans la même direction. Faire tourner l'hélice. Répétez le façonnage des coins de la même manière pour l'autre lame. Essayez de garder les pales de l'hélice aussi lisses que possible. Passez sur le bois avec une ponceuse pour obtenir une belle surface plane sur votre lame. Vérifiez l'équilibre sur l'hélice. Placez une barre droite dans le trou central de l'hélice et voyez si les pales s'équilibrent uniformément à chaque extrémité. Si l'hélice reste droite avec les pales parfaitement horizontales, vous avez une hélice bien équilibrée. Ajoutez une couche d'émail clair. L'émail aidera à sceller l'hélice pour la protéger des intempéries et de l'humidité. Vaporisez une couche sur toute la surface. Laissez sécher 24 heures. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter et ajouter une deuxième couche. Vous pouvez également peindre les pointes d'une couleur vive comme le jaune ou le rouge pour rendre l'hélice plus visible lors de la rotation. On fixe également sur presque toute la longueur du bord d'attaque une bordure métallique. Elle aura pour rôle de protéger l'hélice contre les particules solides pouvant voltiger dans l'air lors de l'atterrissage, du décollage ou lorsque l'avion roule au sol. Le métal de revêtement peut être de la tôle plombée, du monel, ou du laiton. Le revêtement métallique est fixé au bord d'attaque de la pale à l'aide de vis ou rivets à bois à tête noyée.
Les têtes des vis ou rivets sont ensuite soudées au métal de revêtement pour empêcher qu'elles ne se desserrent, après quoi on lime à l'endroit de la soudure pour obtenir une surface parfaitement lisse. En raison des risques de condensation de l'humidité au niveau du bord d'attaque entre le métal et le bois, le revêtement est percé de petits trous à proximité du bord d'attaque pour permettre à l'eau de s'écouler ou de s'échapper sous l'effet de la force centrifuge. Il est important de faire en sorte que ces trous de sortie d'eau soient constamment dégagés. Isn't this just the saddest sight in general aviation? A hangar-bound airplane with the engine ripped out of its nose. Hello, everyone. I'm Paul Bertorelli, reporting for AvWeb and Aviation Consumer. This is our 1938 J3C Cub. We're getting an engine overhaul, and we're upgrading from a 65 horsepower engine to a 75 horsepower engine. And in order to absorb that enormous amount of torque, we're going to need a new one of these, a Sentinich wooden prop. Now, Sentinich still has a pretty lively business building wooden props, and we're going to take a look at how they do it. And to learn how these props are made, we've come to Sentinich, which is in Plant City, right near the airport in Plant City, south of Lakeland. And Don Rao is going to run us through the process of how wooden props are made. All of our blanks are manufactured from laminated birch. They can have any number of different laminations from 4 up to 6 or 8, depending on the propeller design. The wood is selected based on color and for grain and the lack of knots, and then the patterns are laid up and marked off based on the different the prop designs. And then once we've selected the boards and they are planed down to finished thickness, then they are laminated using Resorcinol. After a 7 to 10 day cure, they are then sent off to the CNC area for CNC machining. After the blank is cured for 7 to 10 days, we then bring the blank over to mill the hub face and bore the bowl holes and the center bore. And that's done in a CNC vertical mill, uses a variety of tools, drills, mills, chamfer tools. So once it leaves this machine, the entire hub will be complete with all the bolt holes, center bore, and chamfers. And the process takes about 5 to 10 minutes depending on the size of the center bore and the number of holes that go in the propeller. After the propeller hubs are milled, then all the propellers are mounted onto our CNC router where we profile the blade shape. And this is done, can be done one at a time or up to 5 propellers at a time. Even though the propellers are CNC profiled, they still need hand finishing and hand work. So the propellers are hand carved using spoke shaves and sandpaper, and we utilize airfoil templates to maintain template fit and protractors to maintain blade angle on the backside of the prop. And all the while doing this, the propeller must maintain a balance and be carved to within a balance tolerance. After carving, a lot of our propellers actually get a fiberglass covering over them for environmental protection, and this is that operation right here. We use a wet layup system using a 2-part epoxy and a fiberglass cloth that is squeegeed and peel plied over for application. We use a marine spar varnish for our clear finish, very durable, and will darken to a very nice patina over time. After painting, the propellers come out for final inspection and application of the famous Sentinich trademark before they get packaged into custom cardboard boxes for shipping. Oh, and by the way, we often get asked about that metal sleeve in the center of the propeller. That's actually not a metal sleeve, that is an aluminum pigmented paste that we paint in there to seal the end grain. You can find out more about Sentinich props on www.sentinich.com. The propeller dates back to 1493, when Leonardo da Vinci sketched. Hélice en alliage léger à base d'aluminium. Les hélices métalliques en alliage léger sont très utilisées en aviation générale. Ces hélices peuvent être fabriquées d'une seule pièce, hélice à calage fixe, ou par réalisation d'un moyeu et d'un certain nombre de pales, hélice à calage modifiable. Les alliages légers à base d'aluminium ont comme avantage une facilité de fabrication, un bon rapport résistance-poids et une bonne résistance à la corrosion.
Par contre, elles ont quelques inconvénients tels qu'une sensibilité importante au phénomène de cric, notamment au point d'impact, et la nécessité d'inspections régulières afin de maintenir la navigabilité de l'hélice. L'hélice est obtenue par coulage. Forgeage de la pale au marteau pilon. Usinage de la pale. Matrissage de la pale sur des presses à grande puissance qui amènent la pale à sa forme définitive suivant le vrillage désiré. L'hélice est ensuite revêtue d'un film protecteur anti-corrosion par attaque chimique ou par anodisation. Une hélice d'avion comprend habituellement 2, 3 ou 4 pales. Le pilote peut ajuster leur angle dépendant de la vitesse aérodynamique et des conditions de vol. Comme il est essentiel que l'hélice soit la plus légère possible, aucun métal lourd n'entre dans sa fabrication. Les pales et le moyeu sont faits d'aluminium qui résiste à la corrosion et à la fatigue du métal et qui respectent les normes de l'industrie aérospatiale. Les pales de l'hélice sont fixées à un moyeu. Ce morceau d'aluminium est en voie d'en devenir un. Comme pour toutes les pièces au départ, une ébauche de sa forme finale a été forgée à l'avance. Ce laminoir très élaboré et informatisé va maintenant usiner la pièce. 40 minutes plus tard, le moyeu a pris forme et est prêt à être fixé au moteur. Cette pièce grossièrement façonnée est en voie de devenir une des pales. Un tour informatisé l'usine pour lui donner sa forme définitive. Un lubrifiant liquide élimine les résidus de métal et abaisse la température élevée produite par la friction. Le tour façonne d'abord la tige, soit l'extrémité de la pale qui est insérée dans le moyeu. Le prochain laminoir façonne la pale. La finition est effectuée à la main car il nécessite un œil de lynx. Les ouvriers utilisent une ponceuse rotative, puis une ponceuse à courroie pour sabler les marques laissées par l'usinage. Ils passent ensuite un disque à polir sur le métal. Ils nettoient les pales en les trempant dans un puissant détergent. Cette solution acide élimine la saleté, l'huile et la graisse qui se trouvent sur la surface du métal. Par la suite, ils plongent les pales dans un bain d'eau et d'acide chromique. Cette solution scelle les pores du métal, repoussant la corrosion. L'usine vérifie toutes les pièces cruciales afin de déceler les défauts de la surface. Pour ce faire, les ouvriers trempent ces pièces dans une solution fluorescente qui s'infiltre dans toute imperfection. Une fois rincée, la pièce est inspectée à la lumière noire. Une lueur bleue signifie que la pièce est parfaite. Toute imperfection émet une brillante lueur verte. Selon le type de problème, la pièce défectueuse est soit réparée, soit retirée de la chaîne de production. Les pales approuvées passent à l'atelier de peinture. L'arrière de la pale recevra une couche de peinture noire, tandis que des lignes de sécurité seront tracées sur l'avant pour rendre les pales visibles lorsqu'elles sont en rotation. Vient ensuite le tablier autodégivreur, soit un élément chauffant enrobé de caoutchouc qui prévient l'accumulation de glace. Le caoutchouc est très durable, mais assez souple pour épouser la courbe de la pale. Une partie de la tige de la pale est ensuite lubrifiée avec de la graisse. On y installe un puissant système de roulement à billes qui retiendra solidement la pale au moyeu tout en lui permettant de pivoter afin de modifier son angle. Les tiges des trois pales s'insèrent parfaitement dans la pièce métallique qu'on appelle la fourchette. Elle maintient les pales dans le même angle. Pour modifier cet angle, on fait appel à la biellette de changement de pas. L'huile réacteur exercera une pression hydraulique sur un piston. Celui-ci déplacera la biellette qui, à son tour, fera avancer la fourchette, faisant ainsi pivoter les pales
dans l'angle désiré. Après avoir retiré temporairement la biaillette de changement de pas, les ouvriers appliquent un mastic d'étanchéité à la moitié supérieure du moyeu. Ils le positionnent ensuite au-dessus de la moitié inférieure qui contient le système de roulement à billes. Ils y ajoutent un joint torique en caoutchouc, puis un robuste ressort afin d'obtenir la contre-pression nécessaire. Les ouvriers couplent le piston et la biaillette de changement de pas qui sont maintenant assemblés à la fourchette. Un autre joint torique prévient les fuites par le haut du réservoir qui contient l'huile réacteur. On utilise un outil spécial pour coupler le réservoir au moyeu. L'assemblage est complété et l'hélice est prête à prendre son envol. Les hélices en matériaux composites. Généralité. Les matériaux composites employés dans la fabrication des hélices sont constitués de deux composants. La matrice. Ce sont en général des résines thermodurcissables, exemple, les résines époxy. Son rôle est d'assurer le maintien des fibres et de donner la forme. Il contribue à la dureté du matériau. L'armature. Ce sont en général des fibres de verre de carbone, ou de Kevlar, aramide. Elles assurent la tenue du matériau aux contraintes de traction, compression, cisaillement. Les hélices en matériaux composites ont comme avantage un très bon rapport résistance-poids. Elles peuvent absorber de fortes puissances. Elles ont une bonne résistance aux vibrations. Et ont un potentiel d'utilisation élevé. Par contre, elles ont tout de même deux inconvénients majeurs tels qu'un coût de fabrication élevé et sont réservées aux moteurs de forte puissance. Palarzelle en Kevlar. Le pied de la pale est en alliage d'aluminium dans lequel est moulée une mousse de faible densité. Des nervures transversales en Kevlar, unidirectionnelles, sont insérées dans cette mousse, les bords d'attaque et de fuite de la pale sont eux aussi réalisés en Kevlar. L'ensemble est revêtu de filaments de Kevlar imprégnés de résine époxy. Pale Hamilton standard en fibre de verre. La pale est construite autour d'un longeron en aluminium haute résistance. Une mousse polyuréthane est collée autour de ce longeron. Le revêtement est réalisé en fibre de verre. La pale est recouverte d'une peinture conductrice. Le manchon anti-givrage est collé sur le pied de pale, l'extrémité du bord d'attaque de la pale est protégée par une tôle de blindage en nickel. Pale d'Outirotol en fibre de carbone. Ce type de pale est constitué par un caisson en fibre de verre renforcé par des longerons, intrados et extrados, en fibre de carbone. Les espaces vides sont comblés par de la mousse polyuréthane. Le pied de pale est constitué par le prolongement de cette structure de fibre de verre fibre de carbone. Welcome to the Hartzell Composite Facility. At this building, we produce thousands of composite blades for aircraft every year. We use two main processes for that. The first is what we call a legacy process, which uses pre-preg carbon and Kevlar that has resin already injected into the material. And those are laid up over a core and then put into a mold and a press where it's heated and put under pressure and cured for multiple hours. While it's in that press, the resin starts to flow and the blade, as it cooks in the mold, solidifies and becomes a finished blade. After that, the blade is taken to process where we clean it up and get it ready to be primed and painted and put into inventory. Our other process for composite blades is called our next-gen resin transfer process, where we use dry carbon socks instead of pre-preg material and overlay those onto a core as well and co-mold with it an erosion shield on a leading edge for protection from all kinds of foreign object damage. So that process is a dry carbon layup, and then the blade is co-molded with the leading edge, and it's also put under pressure,
and the resin is vacuum pumped into the blade as it cures over a 4 to 8 hour period. Those blades come out and they're also taken and primed and ready for paint, and then they are sent up to our main assembling and manufacturing facility where they are put in inventory and ultimately get put into propellers. Well, the carbon fiber we use is aerospace grade. It's absolutely the strongest material you can think of when it comes to composite blades, and we really use that to differentiate our product because it allows us to design thinner airfoils with wider chords that really outperform any other product in the market. Throughout a typical year, we produce about 2,000 to 2,500 composite blades, and those go into aircraft from anything from the Red Bull Air Races to big regional airliners who are depending on us to provide very strong structural composite blades that last a lifetime. In fact, some of our blades have more than 50,000 accumulated hours, and the great thing about structural composite from a life cycle standpoint is that you can continue to overhaul those blades and restore them to their original factory specifications and not grind away material like you do on a metal blade. So theoretically, you can continue to overhaul blades on the composite side and restore them to new and get unlimited life out of them, which is what they're certified for. Localisation des pales, face de pale, pied de pale, dos de pale, moyeu. Les pales. En cas de réparation, le point de réparation doit être correctement identifié. Pour ce faire, il est nécessaire de donner aux pales ce qu'on appelle les numéros de station. Les stations, positions de pale, dont les épaisseurs et les courbures sont différentes, sont réparties du pied au bout de pale. Ces stations permettent de vérifier les codes par rapport aux données du fabricant. Différents éléments sont localisés tout au long de la pale, tels que le positionnement de la zone de dégivrage en pied de pale, les limites de protection du bord d'attaque, matérialisées par du renfort de bord d'attaque en métal, souvent à base de nickel, l'emplacement de la section de référence représentée par un trait de couleur, théoriquement situé à 75% du rayon et se trouvant sur l'intrados sur la plupart des cas. Les limites de peinture en bout de pale, pour matérialiser le disque de rotation de l'hélice. On les identifie par le numéro de série, le numéro du modèle, le numéro du certificat de type FAA-EASA, le numéro du certificat de production, et le chiffre indiquant le nombre de fois où l'hélice a été rénovée. Ces indications étant imprimées par estampage sur le moyeu. Le numéro complet du modèle de l'hélice est une combinaison du numéro de base du modèle et des indices numériques correspondant au diamètre et au pas de l'hélice considéré. Le pied de pale. Il permet de fixer la pale sur le moyeu à l'aide d'une bague de retenue. Il permet aussi de lier mécaniquement le dispositif de changement de pas, exemple, tulipe excentrée. D'insérer une ou plusieurs bandes de roulement. D'intercaler des segments d'étanchéité, joints. De recopier la valeur de calage pour le régulateur. D'assurer l'alimentation électrique du dégivrage. Le moyeu. Le moyeu de l'hélice est une pièce maîtresse, puisqu'il assure la liaison entre l'arbre d'entraînement d'hélice, les pales et le mécanisme de variation de pas. Il garantit le centrage de l'hélice par rapport à l'axe de rotation et la transmission du couple. Il est conçu pour résister aux sollicitations de traction, de cisaillement et de résilience. C'est pourquoi, lors de sa conception, il est soumis à une charge centrifuge 2 fois supérieure à celle de son utilisation normale. Il est en acier, en alliage d'aluminium ou en matériaux composites. Il peut être de type monobloc ou de type moyeu croisillon à 2 demi-carters. Exemple d'un moyeu monobloc. Exemple d'un moyeu croisillon demi-carter. Montage de l'hélice casserole d'hélice. Le dôme d'hélice. Le dôme d'hélice renferme ou supporte le mécanisme de changement de pas ainsi que les butées mécaniques nécessaires pour assurer la protection de l'ensemble, le drapeau, la réverse et le petit pas.
Il est commandé hydrauliquement via le régulateur hélice pour assurer la mise en rotation des pales. La couronne de maintien. Elle est localisée derrière le moyeu. Cette couronne permet d'assurer le contact entre la partie fixe et la partie tournante, afin d'établir une liaison électrique chargée de distribuer le courant vers les systèmes de dégivrage et d'anti-givrage hélice, ainsi que la synchronisation hélice. Exemple de couronne de maintien avec la piste du système électrique de dégivrage permettant de passer de la partie fixe à la partie mobile. C'est souvent sur ce disque arrière que sont fixées les masses d'équilibrage. Sa forme légèrement conique lui permet d'assurer une continuité dans la conicité avec la fixation du cône. Dans cet exemple, la couronne de maintien permet de faire la relation entre la partie fixe et la partie mobile afin de permettre le dégivrage par système hydraulique. Le cône de pénétration ou casserole. C'est le carénage du moyeu. Il peut être en acier inoxydable, pour les plus petits, en alliage d'aluminium ou en matériaux composites, pour les plus imposants. Il doit être parfaitement centré et équilibré, afin d'éviter les balourdes générateurs de vibrations. Il a pour but de diminuer la résistance aérodynamique du moyeu et sert, dans certains cas, à protéger les pièces délicates, mécanismes électriques, mécanismes de changement de pas. Exemple de mécanisme protégé par le cône de pénétration. Pas fixe, pas variable, hélice à vitesse constante. Hélice à pas fixe. Ces hélices sont équipées de pales dont le calage ne peut être modifié. La construction de ce type d'hélice est la plupart du temps en pales monobloc. Elle présente l'inconvénient de n'être adaptée qu'à un seul régime de vol, vitesse de décollage ou de croisière. Hélice à pas modifiable. Hélice à calage réglable au sol. Une telle hélice se compose de pales indépendantes dont le calage peut être réglé au sol en fonction de l'avion auquel elle est destinée ou en fonction de conditions spéciales d'utilisation. Petit calage, bonne performance aux basses vitesses, mauvaise performance aux grandes vitesses. Grand calage, bonne performance aux grandes vitesses, mauvaise performance aux petites vitesses. La méthode de calage de l'hélice sera indiquée dans la documentation de l'hélice. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au réglage de pas d'hélice, notamment d'hélice Duc. Le réglage de pas d'hélice, c'est une opération qui se fait à l'aide de peu d'outils, qui nécessite assez peu de temps et qui, moyennant qu'on suive la bonne méthode, s'avère assez facile à réaliser par tout propriétaire d'ULM. Encore une fois, il ne faut agir que si on est sûr de soi et que si on a les compétences de base requises pour opérer. Quand l'hélice est équipée d'un cône, comme c'est le cas ici, là, il s'agit du cône Duc carbone, eh bien la première chose à faire, évidemment, retirer le cône. Dans ce cas-ci, 9 boulons assurent la liaison entre le cône et la flasque. En mécanique, lorsqu'une liaison est assurée par un système de vis-écrou, on débloque toujours l'assemblage du côté de l'écrou. Seulement après, on desserre depuis la vis. On veille évidemment à bien tenir l'écrou pour qu'il ne tombe pas dans le capot moteur. Quand 8 des 9 vis sont retirées, se débarrasser des outils, ne laisser que la dernière vis non équipée de son écrou, tenir le cône à pleine main et seulement là retirer la dernière vis afin de parer à toute maladresse. L'opération de réglage de l'hélice nécessite que l'appareil soit stable, bien calé et ne bouge en aucun cas. Bien entendu, on se mettra de préférence sous abri, sous un hangar, afin que le vent ne fasse pas bouger l'ULM. Et on veillera à être seul, que des personnes ne tournent pas autour de la machine, toujours pour la même raison, afin qu'il n'y ait pas de heurts qui puissent faire bouger et décaler l'ULM. Pour travailler, on utilise l'outil de réglage des hélices Duc, qui est un outil qui sert bien entendu à régler l'incidence des pales, le pas, et également à faire un petit travail préparatoire très important,
qui consiste à vérifier que le plateau porte-hélice est bien vertical. Alors, s'il est vertical, le gros avantage, c'est qu'on a une lecture directe des angles de pas. S'il n'est pas vertical et qu'on ne peut pas stabiliser la machine, exemple avec un train classique, eh bien dans ce cas-là, on va mesurer l'inclinaison du plateau et l'angle qui va en résulter, on devra systématiquement l'ajouter ou le retirer du pas recherché. Là, nous avons une référence très facile à utiliser, c'est l'avant du porte-hélice. L'outil est réglé sur 90 degrés. Eh ben, j'ai de la chance, l'ULM est parfaitement... Enfin, le plan du moteur est parfaitement vertical. A priori, l'ULM est horizontal. Voilà, il n'y a aucun réglage à apporter. Donc cette opération préalable étant faite, à présent, je dois desserrer très légèrement l'ensemble des vis pour donner une légère liberté à chacune des pales. Donc je commence par un demi-tour. Il en va de même pour les 6 autres vis qui tiennent les pales serrées. Il est requis à présent de placer une pale horizontale. Pour ça, pas compliqué, j'utilise l'outil à ma disposition. Il s'agit d'une horizontalité approximative. Parce qu'en fait, qu'il y ait une légère pente montante ou descendante n'influe que très très peu sur l'incidence lorsqu'on va la régler. Il est demandé ensuite de faire une marque à 20 cm dans le cas de la swirl, bien entendu, à 20 cm de l'extrémité de la pale, une marque qui sera le repère pour placer l'outil de réglage. Les travaux préparatoires ayant été réalisés, il est possible à présent de placer l'outil de réglage. On tourne la molette jusqu'à placer la bulle bien entre les deux traits. Voilà, la bulle étant parfaitement horizontale, sachant que le plateau porte-hélice est vertical, j'en déduis que chaque graduation totalisant 2 degrés, le pas d'hélice est actuellement de 24 degrés, bien entendu à 20 cm de l'extrémité de la pale. Le réglage que je vais opérer sur cette hélice est de retirer 1 degré. Je souhaite avoir un peu plus de régime moteur au point fixe. Je vais régler l'outil par la molette. Il faut travailler assez finement. Voilà, là j'ai mis 23 degrés, je suis entre 22 et 24. Et bien entendu, la bulle n'est plus au centre. Donc le but du jeu va consister à tourner la pale, le pied de pale, jusqu'à replacer la bulle entre les deux traits. Pour éviter toute fausse manœuvre, il est recommandé de placer un adhésif sur la molette afin de ne plus dérégler cette cote. On verra plus tard qu'à chaque fois qu'on change de pale, on est obligé de saisir l'outil de réglage et donc il y a un léger risque de déplacer la molette. Donc à présent, je vais faire tourner le pied de pale dans ce logement. Si j'ai suffisamment desserré les vis du moyeu, le pied de pale devrait tourner. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais le forcer à la main et taper avec un maillet nylon. En l'absence de maillet nylon, j'ai utilisé cet outil fabriqué de façon très artisanale. Donc la partie de l'hélice est très solide, il n'y a pas de danger. Visiblement, le moyeu n'est pas assez desserré, donc je vais le desserrer davantage. Voilà, de nouveau la bulle se situe entre les deux traits. Ça veut dire que j'ai bien réussi à gagner 1 degré dans le sens de moins d'incidence, donc de moins de pas. Je vais resserrer, pas totalement, mais légèrement le pied de pale, de manière à ce que cette pale ne se dérègle pas. Et bien entendu, je vais passer à la pale suivante pour tourner l'hélice, toujours dans le sens de rotation du moteur. Donc une fois que les 3 pales ont été réglées, eh bien, on repart sur la première pale réglée, on replace l'appareil, on vérifie que la bulle est bien au milieu, a priori rien n'a bougé, on passe à la seconde pale en veillant à ce qu'elle soit horizontale, on replace l'appareil, donc celle-ci a très légèrement bougé, donc je vais la recaler. Donc là les 3 pales sont bonnes, c'est le deuxième tour complet d'hélice. Eh bien, je procède à un nouveau contrôle. Je considère qu'on peut maintenant resserrer l'hélice et le moyeu.
Pour le serrage du moyeu, les vis et les boulons vont être approchés à la main, sans outil spécifique. Bon, pour le serrage au couple, il est recommandé d'être deux. Un opérateur qui va s'occuper du serrage avec la clé dynamométrique et l'aide qui va accompagner en tenant l'hélice pour ne pas qu'elle tourne, pour ne pas qu'elle fasse tourner le réducteur, et en tenant les écrous dans le cas des assemblages boulonnés. On utilise une clé dynamométrique qui a bien entendu été réglée au couple requis. On passe à la vis suivante, celle-ci. Pour la partie centrale, l'aide opérateur n'a juste qu'à maintenir l'hélice pour ne pas qu'elle tourne. Donc à présent, l'ensemble des boulons et des vis a été serré au couple requis. Un contrôle a été effectué sur chacune des vis, toujours au couple requis. Et après 1 heure de fonctionnement, 1 heure de vol, on repassera la clé dynamométrique sur chacun de ces assemblages afin de vérifier que le couple est toujours à 25 Nm par mètre sur l'ensemble des 12 assemblages. Donc pour cette heure de vol, il ne semble pas nécessaire de remonter le cône. Le moteur refroidit bien, les performances ne vont pas être gravement entachées. 1 heure de vol, c'est vite fait. Et là, pour l'heure, maintenant, je vais remonter le capot, faire ma pré-vol, afin d'aller immédiatement tester le gain produit par ce réglage. Donc 1 degré de moins, et je souhaite gagner 150 tours au point fixe, 150 ou 200 tours au point fixe, ce qui me manquait un petit peu, notamment pour une utilisation en montagne, en altitude. Hélices à pas variables. Elles permettent, en vol, 2 ou 3 calages prédéfinis pour 2 ou 3 régimes de vol possibles. Le pilote dispose d'une commande pour afficher le pas hélice dans les différentes phases de vol. Petit calage, basse vitesse, décollage, approche et atterrissage. Grand calage, vitesse de croisière. Hélice à vitesse constante. Elle a pour rôle d'optimiser le rendement quel que soit le régime de vol adopté. Un régulateur tachymétrique compare le régime de rotation de l'hélice au régime de rotation que le pilote a choisi en positionnant la manette de commande. À chaque écart de régime, le régulateur hélice commande une variation de calage de manière à conserver le régime initialement commandé. Ce type d'hélice est appelé hélice à vitesse constante. En effet, le régulateur hélice adapte en permanence le couple résistant, représenté par l'hélice, au couple moteur par variation de l'angle de calage. Pour ce faire, le pilote dispose d'une commande de pas hélice, le calage détermine la traînée de l'hélice, donc le couple résistant qu'elle oppose. Cette commande permet d'afficher un régime de rotation hélice. D'une manette des gaz, la manette des gaz joue sur le débit carburant qui détermine un couple moteur à chaque position de celle-ci. Bon, alors aujourd'hui, dans le hangar, nous allons nous intéresser à l'hélice. Alors Bernard, je me suis toujours demandé comment une hélice avec des pales finalement aussi fines, pas très grandes, arrive à tracter toute une masse comme ça avec son moteur, sa charge utile. Ah ben, ça remorque tout l'avion et c'est par ça que passe finalement la puissance et c'est ça qui permet de créer le mouvement. Donc c'est un peu mystérieux parce qu'effectivement il y a le paradoxe de quelque chose d'assez petit finalement et qui produit tellement de puissance. Ouais. Et en même temps il y a le côté mystérieux aussi parce que l'hélice quand elle tourne, elle est transparente, on ne la voit pas, donc il y a un côté un peu magique. Et c'est vrai que faire des hélices, c'est de la magie un peu noire à certains moments. Et les héliciers sont des gens qui maîtrisent des concepts qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Comment ça peut marcher, on ne sait pas. Marche, alors ça s'explique. Le principe finalement c'est, si on prend une planche de bois, si on prend une vis, si on prend un tournevis,
on appuie et on tourne et la vis rentre dans la planche de bois en fonction de son pas de vis. Le pas de vis, c'est quelque chose d'important quand on parle d'une hélice. Parce qu'on parle du pas d'une hélice comme on parle d'un pas de vis. Donc c'est comme une vis ? C'est comme une vis. C'est une vis qui se visse dans de l'immatériel. En fait, l'air n'est pas immatériel, mais l'air, ma foi, on ne le sent pas, on ne le palpe pas facilement. Et pourtant, c'est dans l'air que cette vis, ces 3 pales, ça constitue exactement une vis. À la limite, le tournevis... c'est ça, le tournevis, c'est le moteur. C'est le moteur. Avec l'arbre, là. Avec l'arbre ici, qui tient, évidemment, en général, c'est solide, parce qu'il y a de la puissance qui passe, il y a du couple. Et donc, il y a, au bout du moteur, il y a un arbre porte-hélice dans lequel est boulonnée l'hélice. Et quand le moteur tourne, ça entraîne l'hélice. Et puis, si on met de la puissance, ça tourne de plus en plus vite et l'hélice se visse dans l'air. Et le type qui a inventé ça, c'était pas n'importe qui, c'était Leonardo da Vinci, qui d'ailleurs à l'époque il était brillant parce qu'il avait non seulement imaginé qu'on pouvait par une vis se vissant dans l'air remorquer une machine volante, mais en plus il l'avait mise sur le toit d'une diligence. Son idée c'était une espèce de diligence avec une vis sur le toit, et donc il avait inventé 2 trucs d'un coup, c'est-à-dire l'hélice, le principe de l'hélice, et d'autre part le principe de l'hélico. Il l'a dessiné, mais il ne l'a pas fait voler. Non, il ne l'a pas fait voler, mais il aura fallu attendre quelques siècles, mais il pensait vite. Eh bien justement, on parle de lui, mais j'aimerais bien qu'on remonte un peu dans le temps pour voir d'autres hélices. Des superbes objets d'art d'ailleurs. Des objets d'art, absolument. Donc là, on remonte le temps, on est sur un modèle, les années... Ça a commencé dans les années 1900, et puis celle-là, c'est une hélice qui est typique, on va dire, des années 30. Bon, là, on est dans des modèles en bois. C'était du bois et c'était des œuvres d'art parce que sont des lames de bois contrecollées sous pression. Et au départ, c'est un bloc, on dirait un lingot de bois. C'est un gros bout de bois, parce que ça fait quand même une belle pièce. Et puis à partir de là, à l'époque, il y avait des magiciens qui sculptaient littéralement à la main, qui sculptaient ces formes extraordinaires et qui finalement, d'une hélice à l'autre, selon l'état de talent du sculpteur en question, il y en avait qui marchaient bien, d'autres qui marchaient moins bien. On sent quand on est pilote, une bonne hélice ou une moins bonne hélice ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, il y en a qui vont vibrer, parce qu'il faut les équilibrer, bien sûr, mais il y en a qui vont vibrer, il y en a qui vont tirer plus ou moins que d'autres. Enfin, c'était comme ça au tout début. Et puis arrive un personnage en 1916 qui est un tout jeune ingénieur qui sort de la première promotion de l'école supérieure aéronautique, Supaéro, qui existe toujours. Il s'appelle Marcel Bloch, plus tard il changera de nom, il s'appellera Marcel Dassault. Et à la sortie de l'école, comme c'est le fils d'un fabricant de meubles, dans la fabrique de meubles familiale, quelqu'un a inventé une machine à dupliquer des formes taillées dans le bois. Donc il fabriquait comme ça des hélices, il normalisait un peu la fabrication. Il a utilisé ces outils destinés au départ pour faire des meubles, il les a utilisés pour faire des hélices qui étaient toutes semblables, et donc il garantissait des performances. Et à partir de 1916, les hélices éclairs ont commencé d'équiper pratiquement tous les avions de chasse de l'armée française à l'époque, et ça a été le début de l'aventure extraordinaire de Marcel Dassault. Des hélices en bois, c'est fragile ? C'est fragile et très solide en même temps. C'est fragile parce que si on tape dessus, évidemment c'est du bois. C'est un peu le même bois qu'utilisent les luthiers pour faire par exemple certains manches de guitare électrique entre autres. Donc c'est fragile à l'impact. C'est pour ça que c'est renforcé d'ailleurs sur l'avant, sur le bord d'attaque des pales. On trouve ce renfort métallique qui est riveté et qui vient protéger. Pourquoi ? Parce que cette partie-là, elle souffre plus ? Oui, elle souffre plus, surtout sous la pluie. Si elle tourne dans la pluie, la vitesse de rotation est telle que ça va complètement manger le bois, ça va abraser l'hélice, ce qui fait que les hélices en bois d'époque avaient ce bord d'attaque renforcé en métal
Alors ça pouvait être en cuivre ou dans d'autres métaux. Et donc il y avait ce bord d'attaque qui était là pour protéger de l'abrasion causée par la pluie le bois dont est faite l'hélice. Parce que finalement c'est un bois relativement tendre. Alors, il ne faut pas taper dessus à coups de marteau parce que c'est quand même des objets fragiles. Et puis c'est un aspirateur en même temps, ça peut prendre des cailloux aussi. Quand on roule, par exemple, si on passe sur des graviers, les graviers vont être aspirés par l'hélice et on va les endommager, d'où la nécessité de cette protection de la partie la plus fragile de l'hélice qui est son bord d'attaque. D'accord. Il y a quelque chose qui est très drôle en fait, c'est quand il y a un objet où je pense plutôt à des moustiques ou des insectes qui arrivent. Ils ne viennent pas frapper devant, ils sont aspirés en fait, et c'est derrière qu'ils viennent s'écraser. Le cimetière à moucherons, c'est sur l'arrière de la pale que ça se situe, et non sur l'avant. Et quand là, il n'y a pas longtemps qu'il a volé, donc il faut le faire. On prend l'éponge côté gratounette, là, et puis on prend l'eau, et on nettoie l'arrière. Une hélice devant, devant, elle est impeccable, il n'y a pratiquement rien. Par contre, derrière, c'est terrible. Ce qui démontre bien que le principe de l'hélice, c'est-à-dire que ça crée une dépression. L'hélice est aspirée, pour ainsi dire, vers l'avant. D'accord. Et le pauvre moucheron, lui, il arrive, il croit qu'il va mourir atrocement en percutant la face avant de l'hélice. En réalité, il fait ça, et il percute violemment, parce que la dépression est très importante derrière, il percute violemment la face arrière de la pale. D'accord. Alors là, on a une hélice, fixe, mais on a également des hélices à pas variables. J'aimerais que tu nous montres cela. On va regarder ça et en même temps, on va découvrir que ces hélices sont devenues métalliques et c'est déjà les années 30 modernistes. Là, Bernard, on est passé à l'âge du fer. Ouais, l'âge de glace du fer, oui. Ouais, les hélices métalliques sont non seulement les premières hélices métalliques réellement raffinées, on va dire, voire même sophistiquées, mais en plus, ce sont les premières hélices où tout à la fois les pales sont en métal, donc peut-être plus facile à usiner avec précision d'une pale sur l'autre que des hélices en bois. Et donc, avec une finition, bien sûr, il n'y a qu'à passer la main dessus, c'est lisse, c'est impeccable. Sur le plan aérodynamique, c'est fantastique. Ça a un défaut, c'est que c'est lourd. Mais voilà, le problème, c'est que l'hélice, dans son ensemble, devient un énorme gyroscope extrêmement lourd. Et quand ça tourne et qu'on en a deux, c'est un bimoteur celui-là, qu'on en a deux, on a deux gyros qui tournent et qui ont tendance à faire ce que font tous les gyroscopes, c'est-à-dire à entraîner l'avion du côté où il tourne. Et donc, ça fait partie du boulot du pilote de ce genre d'avion qu'à la mise de gaz ou aux réductions en vol, ça se sent aussi. L'avion, il fait ça. Enfin, il est équipé de deux énormes gyroscopes dans le cas de ce bimoteur. Et donc, on le sent. On sent que l'avion, il a tendance à aller du côté où les gyros l'entraînent. Alors, il y a ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Et puis, surtout, c'est des hélices à pas variables. Reprenons l'exemple de la vis qu'on va faire entrer dans une planche. Il y a des vis avec des petits pas. Quand elles ont un petit pas, il faut faire beaucoup de tours pour que la vis rentre à peine dans la planche de bois. Mais si on a une vis qui a un grand pas sur un tour, elle va rentrer d'une plus grande distance. Eh ben, on fait la même chose quand on est en croisière et qu'on veut donc aller vite. À ce moment-là, à travers un mécanisme hydraulique qui se trouve dans le cône d'hélice ici, c'est pour ça que ça a cette forme un peu tarabiscotée de cocotte minute bizarroïde. Là-dedans, il y a des ressorts de l'huile, de la pression et tout. Et depuis le poste de pilotage, on commande le changement de pas d'hélice. Et donc, on donne un plus grand pas à l'hélice, ce qui fait qu'à chaque tour d'hélice, on va faire plus de chemin. Ce qui fait qu'en gardant la même puissance du côté du tournevis, c'est-à-dire du moteur, et bien finalement, on va faire plus de chemin, donc on va aller plus vite. Et on va être plus économe. Quand je suis en vitesse de croisière, je passe à 4e ou la 5e voilà, ou la 6e. On monte les vitesses. On monte les vitesses. Avec un régime moteur qui reste normal. D'accord. Et on va de plus en plus vite. Et ben, sur les avions, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des crans comme dans une voiture, première, seconde, troisième, etc., là, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'on augmente le pas. Et donc, ça permet d'augmenter la vitesse. Et donc, ça, c'est les années, on va dire, les années 30. C'est là qu'on a quand même commencé à sophistiquer tout ça. Quand on voit les mécanismes qu'il y a là-dedans,
C'est de l'horlogerie. C'est de l'horlogerie, on est dans les mêmes tolérances que dans l'industrie horlogère. D'accord. Quelles sont les limites en vitesse de l'hélice? Parce qu'après, on passe au réacteur. Avec ce type d'hélice, on a équipé de ce type d'hélice les avions à hélice les plus rapides à avoir jamais volé, les chasseurs en particulier de la dernière guerre. C'était des avions dont on pouvait tirer au maximum autour de 700 km/h. D'accord. Au-delà, l'hélice n'est plus efficace. Elle est plus efficace parce que, d'abord, plus on veut aller vite, plus il faut brasser d'air. Donc on met des hélices de plus en plus grandes. Le problème, c'est que la longueur de pale fait que même si la vitesse angulaire de l'hélice reste la même, en bout de pale, on atteint des vitesses supersoniques. Et là, d'un seul coup, l'hélice, elle n'est plus très efficace. Tout le bout de pale ne sert plus à rien. Ça fait plus que du bruit et ça travaille dans une sorte de cavitation. Donc ça a été une des limitations. Et puis finalement, comme entre-temps, il y a des petits futés qui ont inventé le turboréacteur, on s'est dit que c'était tellement plus simple d'avaler de l'air, de le comprimer, de le surcomprimer en mettant le feu et puis de le cracher par derrière. Et là, on arrivait à un summum de complexité mécanique entre les moteurs et les hélices qui faisait que, et les hélices, à partir de ce moment-là, sont restées un peu l'apanage des vitesses entre 0 et 500 km/h, grosso modo. En attendant, elles deviennent de plus en plus performantes et on peut le revoir sur l'ULM. Et puis on change de matériaux, on redevient très léger, credo aéronautique. Ça, c'était lourd, on va redevenir très léger et très moderne. Et on revient à notre point de départ. On revient. Là, c'est plus du poids du tout. Non. Et ça, c'est donc les hélices de génération actuelle. Alors, avec un dessin qui est réellement optimisé, il y a pas mal de travail d'ordinateur, de conception 3D là-dedans. C'est les hélices actuelles et ce sont des hélices en carbone déjà, tout en carbone, donc extrêmement légères d'une part. Ce qui est bien parce que ça diminue le couple, le gyroscope constitué par l'hélice quand on met toute la puissance. Le gyroscope, c'est ce qui nous fait tourner. L'avion, comme ça. Et plus le gyroscope est lourd, plus l'hélice est lourde et plus les effets gyroscopiques sont importants. Alors que là, avec du carbone, c'est ultra léger. Donc il y a toujours les effets gyroscopiques, mais ils sont beaucoup moins marqués. Et donc c'est du carbone, c'est léger, c'est solide, ça permet évidemment... Ça dure plus longtemps ? Oui, et puis surtout, il y a une sculpture qui est véritablement d'une précision absolue. C'est moulé. C'est moulé sous pression, à des pressions absolument effrayantes d'ailleurs. Et les bords d'attaque sont toujours métalliques pour les rendre. Mais ce sont des alliages extraordinaires de l'Inconel, par exemple, des alliages dont on s'est servi au début de la conquête spatiale pour faire des choses assez miraculeuses et qui aujourd'hui descendent en technologie vers des machines quand même plus modestes de perfo. Et donc ça, c'est l'hélice d'aujourd'hui, c'est une hélice... Ce qui est incroyable, c'est que là, on n'a pas, comme on l'a vu tout à l'heure, de pas variable, non. Mais quand même, il y a une souplesse. Il y a une certaine souplesse dans le... C'est du carbone, il y a une certaine souplesse, les ingénieurs maîtrisent ce genre de choses, entre autres parce que, par exemple, ceux qui font des rotors d'hélicoptères ont beaucoup travaillé la déformation de la matière, et donc on a des hélices qui, plus l'avion va vite, plus elles s'adaptent à la vitesse, et elles sont fixes, mais pourtant, par torsion, elles s'adaptent, elles changent un peu de profil. Pas de vis. Oui, elles changent un peu leur pas de vis, elles changent leur profil et elles sont plus efficaces encore. Là, on est, encore une fois, on est dans la magie noire et d'ailleurs, c'est leur couleur. D'accord. C'est ce que j'ai envie de faire, là, comme dans les vieux films, j'ai envie de prendre ça et faire...